Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents, ce soir. Merci à tous ceux qui sont, connectés, sur le Zoom et puis, merci énormément à madame Fatarouche Stefanini qui me donne l'opportunité de vulgariser ce soir avec vous une partie de mes travaux de recherche. La France a des élections libres, plurales, régulières, au suffrage universel direct. Depuis 1789, nos constitutions s'évertuent à limiter le pouvoir politique. Depuis 1971, depuis 1958, 1971 puis 2008, nous avons un contrôle de constitutionnalité des lois qui permet notamment la protection des droits et libertés fondamentaux. Alors est-ce que ça y est? Est-ce que nous possédons la démocratie? Que demander de plus finalement? Que demande le peuple? Est-ce que la démocratie, ce n'est qu'une collection de caractéristiques électorales? Est-ce que la liberté d'un peuple trouve son apogée dans le gouvernement représentatif, dans la démocratie représentative? Le but de ma présentation, ce sera de répondre par la négative. Donc évidemment, non. Heu, je laisse la place à Jean-Jacques Rousseau qui, par une très courte phrase, résume le problème, français à mon sens. Même s'il ne parle, pas de nous, mais de nos voisins. Le peuple anglois pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. En France, notre démocratie s'arrête à l'élection. Nous sommes coincés dans une sorte de conception vieillissante de la démocratie, où le peuple abandonne sa souveraineté à chaque échéance électorale. Il peut déléguer son pouvoir, mais en aucun cas il ne peut contrôler ceux à qui il a délégué ce pouvoir. Et les quelques procédures qui existent au sein de la Constitution de la Ve République, dans l'article 11 pour le référendum législatif, dans l'article 89 pour le référendum pour modifier la Constitution, en réalité, dès qu'on observe les conditions d'application de ces procédures, c'est très insuffisant. Ce sont des procédures qui sont initiées uniquement par nos élus, jamais par le peuple. Et donc, ce ne sont pas des procédures aptes à achever le caractère démocratique de notre relation de pouvoir. Comment expliquer cet état, d'inachèvement? En revenant sur les fondamentaux du régime démocratique, il est possible de constater que la France ne tire pas toutes les conséquences des principes de la démocratie. Le régime français, et particulièrement celui de la Ve République, oublie une partie des logiques de la démocratie, ce sera l'objet de ma première partie, et force est de constater qu'il en oublie également des procédures, ce sera l'objet de ma deuxième partie. Voyons tout d'abord quelques fondamentaux, je ne vais pas tous les faire, hein, je vais vous vulgariser une partie de mes travaux. Voyons tout d'abord les fondamentaux oubliés, les fondamentaux biaisés, de la démocratie. J'aimerais voir avec vous, quelques logiques qui paraissent évidentes, mais qui semblent oubliées par le régime. Cela s'explique tout d'abord par l'héritage aristocratique du régime. Vous savez, la France a expérimenté une multitude de régimes constitutionnels et politiques et on n'a jamais véritablement fait table rase du passé. On a repris beaucoup de dispositions constitutionnelles à travers l'histoire et c'est ce qui marque notre régime et c'est peut-être, je pense, ce qui empêche, en partie la démocratie d'être aboutie, d'être achevée. Et puis, il y a également un traumatisme plus récent qui est un traumatisme, heu, qui tient aux conflits militaires qu'ont traversé les différents régimes français. On a un souci, on est obnubilé en France par le problème de l'efficacité du pouvoir. Donc je vais essayer de vous montrer comment ces 2 héritages historiques, eh bien, empêchent la démocratie de pleinement s'installer, sous la Ve République. En ce qui concerne son héritage historique, je ne vais pas vous faire tous les petits indices qu'on peut déceler au sein du droit électoral, au sein du droit constitutionnel, au sein du droit parlementaire, qui me font dire que, nous avons un logiciel qui est un peu parasité par des logiques aristocratiques. Je vais essayer de prendre 2 exemples qui tiennent tous les 2 au mandat. Tout d'abord,
le mandat représentatif, puis le mandat dont vous avez probablement déjà entendu parler, le mandat impératif. Le premier exemple tient à la conception française du mandat représentatif. Le mandat représentatif, c'est le contrat que sont censés passer les électeurs avec leurs élus. Un élu, dans cette conception, un élu est libre de faire ce qu'il souhaite. En France, on considère que nos élus sont élus pour leurs compétences. Ils sont là pour remplir des fonctions à la place des citoyens. Voilà la conception que j'aimerais, revoir avec vous, parce que c'est une conception fondamentalement aristocratique. Elle a été installée au lendemain de la Révolution française. Il a fallu capter le pouvoir royal. On a choisi non pas de détruire ce pouvoir absolu, mais de le transférer à une autre entité, la nation. Et cette nation est une fiction. La nation n'existe pas. On ne déjeune pas avec la nation. Et donc, il faut lui donner une bouche, il faut lui donner des bras. Et ces acteurs, ce seront les élus. Les élus seront la bouche de la nation. Mais si la nation, qui n'existe pas, possède la souveraineté, et que les élus sont ceux qui exercent le pouvoir souverain, où est la place du citoyen? Que devient le citoyen dans cette conception post-révolutionnaire? Eh bien, en réalité, pas grand-chose. On va avoir du droit électoral qui va venir confisquer la plupart des prérogatives des citoyens français. On va très rapidement revenir sur le suffrage universel, on va instaurer le suffrage censitaire. Bref, je ne vous refais pas l'histoire du droit électoral. Mais cette théorie de l'organe, cette théorie de la souveraineté nationale, va profondément ancrer dans le régime français une conception très aristocratique de l'élection. On consacre quelque part la vision de Montesquieu. Montesquieu disait: l'élection est une procédure profondément aristocratique. Elle permet de sélectionner les meilleurs. Elle permet de sélectionner ceux qui sont compétents. On essaye de trouver au sein du peuple une élite. Mais lorsque c'est l'élite qui gouverne, ce n'est plus véritablement un système démocratique. Cette posture, donc des différents régimes souligne le premier problème, la première logique oubliée dans le régime démocratique. Pourquoi est-ce que l'on vote? Dans cette conception, la conception que je viens de vous présenter sur la souveraineté nationale, on parle d'électorat-fonction. Les citoyens sont là pour remplir une fonction au sein du régime constitutionnel, ils sont là pour désigner l'élite, ils sont là pour désigner quelque part l'aristocratie élective. Or, avec l'universalisation du suffrage, avec les revendications des citoyens au fil du temps, on va consacrer un électorat droit, on va renouer avec la théorie démocratique et on va apporter un nouveau fondement à la question: pourquoi est-ce que l'on vote? On ne vote pas, on ne vote pas pour se donner des supérieurs. Nous ne votons pas pour trouver une élite. Nous votons pour deux choses. On vote tout d'abord parce que c'est le moyen technique le plus simple de collecter les volontés. Chacun va exprimer sa volonté par son suffrage, chacun va défendre ses intérêts par son suffrage, et il en ressortira une décision collective, parce qu'il est devenu possible de décompter les suffrages de chacun. Donc la première raison, pourquoi vote-t-on? Pour défendre ses intérêts. C'est un moyen technique qui permet de réaliser la liberté des citoyens. C'est quelque part la concrétisation, l'ingénierie du gouvernement par le consentement. Le vote traduit un consentement. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison qui est, à mon sens, oubliée, la raison qui est trop souvent mise de côté, c'est la deuxième, c'est le fait que nous votons pour avoir du temps. On vote parce qu'au fond, on n'a pas envie de vivre la démocratie athénienne, on n'a pas envie de se consacrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année à la chose politique. On a envie de faire autre chose de notre vie. On a envie de croire, on a envie d'entreprendre, on a envie d'aimer, de construire, de partir à l'aventure, etc. Bref, je ne vous fais pas de la philosophie politique sur la quête du bonheur personnel, mais le but de la démocratie, c'est de la permettre, c'est de permettre cette quête. C'est un régime au service d'une quête précise. Et donc, le vote
n'est pas un vote fonction, ce n'est pas un vote pour se donner des supérieurs, c'est un vote pour se donner de la liberté. C'est un vote pour que l'on puisse retrouver notre temps personnel. C'est une notion qui a été défendue par Benjamin Constant dans un cours à l'Athénée Royal, où il compare la liberté des modernes face à celle des anciens. La liberté des modernes, elle est là, c'est le temps. On veut du temps. Dès lors qu'on entre dans cette explication du régime démocratique, on ne vote plus pour se donner une élite, on vote pour avoir du temps, eh bien la démocratie représentative, les élus, apparaissent comme une nécessité. Ils sont une nécessité garant de cette liberté. On a besoin de la démocratie représentative pour pouvoir vaquer à nos occupations. C'est cette première distinction qui a disparu. Derrière cette quête du temps, il y a une séparation qui est censée s'opérer au sein du régime entre ce qu'on appelle les affaires courantes et les affaires exceptionnelles. Les citoyens votent pour avoir le temps de faire autre chose, pour jouir de leur liberté civile, mais à condition de retrouver leur pouvoir, qu'il faut que les élections soient libres, régulières, etc. Mais il faut également qu'il y ait d'autres procédures qui permettent de contrôler les élus, ce qu'ils font pendant l'exercice de leur pouvoir. Les citoyens ne délèguent en réalité que la gestion des affaires courantes. Dans un régime démocratique, dès lors que le corps électoral en ressent le besoin, il devrait pouvoir disposer des procédures pour reprendre la parole, redéfinir le calendrier politique. J'y viendrai dans ma deuxième partie. Deuxième indice qui tient toujours au mandat. Deuxième indice qui prouve qu'en France, on reste dans un logiciel très aristocratique, très marqué par l'histoire aristocratique du régime. C'est l'autre versant. Je vous ai présenté le mandat représentatif, la mauvaise conception qu'on en a. Voyons le mandat impératif, la mauvaise conception qu'on en a. Le mandat impératif, il est interdit en France. Il y a l'article 27 de la Constitution qui prévoit tout mandat impératif est nul. C'est clair. C'est clair, mais pas tant que ça finalement. Qu'est-ce qu'on entend par mandat impératif? Eh bien, dans la logique aristocratique, les élus veulent avoir la main libre. C'est les élus qui incarnent la volonté de la nation. On ne doit pas leur dicter quoi penser, quoi faire, quelles décisions prendre, quoi voter. Voilà la conception très aristocratique du mandat impératif. Il ne faut pas lier l'élu pour le futur. On n'a pas le droit de prévoir à l'avance par des cahiers de doléances, tel élu votera oui à telle question, non à telle question, etc. Ça, c'est la conception aristocratique. La réalité qu'il y a derrière l'interdiction du mandat impératif. La réalité, c'est que si vous empêchez un élu de faire son travail, c'est-à-dire si vous bridez toute réactivité, si vous prévoyez à l'avance tout ce qu'il doit voter, tout ce qu'il doit faire, etc., eh bien, dès qu'un événement exceptionnel se présentera, il ne pourra pas réagir. Il sera lié par son contrat avec les électeurs, il devra retourner devant les électeurs, et ça, c'est un gros problème d'efficacité du pouvoir. Il y a de nombreux régimes qui ont disparu au Moyen Âge à cause des mandats impératifs. Hein, les diètes polonaises pratiquaient le liberum veto et les Cortes espagnols pratiquaient un mandat à peu près similaire. C'est-à-dire que les électeurs ne confiaient qu'un certain nombre de questions à résoudre d'une certaine façon à leurs élus. Et ça a empêché la réactivité du régime. Donc, sous nos régimes, on interdit les mandats impératifs. On veut que nos élus soient efficaces, on veut que nos élus soient réactifs. Mais pour autant, dans la logique démocratique, est-ce que ça signifie qu'un mandat impératif interdit tout contrôle? C'est la position que semble défendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel parle encore des députés comme étant des représentants de la nation, qu'ils ne sont pas élus dans le cadre de leur circonscription, mais qu'ils sont élus pour un travail national et qu'en ce sens, on ne peut les contrôler. Là où il y a, je pense, une erreur d'interprétation, c'est que le mandat impératif doit être interdit en ce qu'il lie l'élu pour le futur. On ne peut pas prévoir toutes ces procédures, toutes ces actions pour le futur. Mais le mandat impératif n'interdit aucunement que l'élu soit jugé pour le passé. Il n'interdit aucunement un contrôle a posteriori de l'action de l'élu. Et pourtant,
Cet article est souvent brandi, et encore, je lisais un rapport de la commission de Venise sorti en début d'année, qui disait encore que bien, dans les pays qui interdisent le mandat impératif, on ne peut pas prévoir de contrôle de l'élu. Donc il y a véritablement une confusion entre ce que prescrit l'interdiction du mandat impératif et ce qui est nécessaire au sein d'une démocratie, c'est-à-dire le contrôle des élus. Voilà pour ce qui est des héritages historiques aristocratiques. J'ai fait vite. J'aimerais vous toucher 2 mots, d'autres problèmes, d'autres fondamentaux qui, à mon sens, apparaissent biaisés, apparaissent, oubliés au sein de la démocratie française et qui ont trait à un certain traumatisme des élus français, au regard de l'efficacité de leur régime. Si si vous avez quelques notions de droit constitutionnel première année, on passe notre temps à présenter la Ve République comme étant une réaction, à la 4e, à la Troisième République, en disant, «On ne veut pas d'instabilité ministérielle, on ne veut pas d'un parlement immobile, on veut un parlement efficace, on veut une stabilité ministérielle» et tout le régime a été construit, Michel Debré a beaucoup écrit, là-dessus, hein, notamment dans un petit livre qui s'intitule «Ces principes qui nous gouvernent». Il ne donne pas de nom aux principes, mais quelque part, c'est l'efficacité, c'est cette recherche d'efficacité, de stabilité. Alors je ne veux pas dénoncer cette recherche d'efficacité, de stabilité. Je ne peux pas vous refaire l'essentiel de mes travaux, mais c'est nécessaire pour un régime, qu'il soit efficace, qu'il soit nécessaire, qu'il soit stable, pardon. Mais il y a un problème de la surefficacité dans la Ve République. Il y a un surinvestissement des techniques électorales, constitutionnelles, parlementaires, pour garantir à tout prix l'efficacité, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas sacrifié quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas perdu, un petit peu la piste de la démocratie au passage? Alors ce souci d'efficacité du pouvoir sous la Ve République, je vous en donne quelques fragments, quelques indices. On le retrouve au sein du droit qui encadre les procédures de votation. Les procédures de votation, elles doivent être efficaces. On ne peut pas faire des élections comme au sein du Vatican pour élire un pape, où il n'y a pas de nombre de tours défini, on vote jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Ça, ce n'est pas possible. Imaginez appliquer une telle procédure dans un pays de 66 millions de personnes, on n'aurait jamais d'élus, en fait. Donc, on a des principes qui gouvernent le droit électoral, qui obligent la procédure, une fois qu'elle est commencée, à aboutir. Et donc, c'est des choses très pragmatiques. On va prévoir des délais, les délais de campagne, les délais de financement, on va prévoir le nombre de tours, on va prévoir comment se déroulent les opérations de vote. Vous savez, quand vous entrez dans un bureau de vote, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous êtes d'abord obligé de vous présenter, de vous identifier, de passer par la case «Je récupère des bulletins, je passe à l'isoloir». Tout ça est très codifié. Pourquoi? Parce qu'on veut de l'efficacité. On veut que la procédure ne soit pas contestable pour qu'elle soit acceptée de tous, hein, parce que la démocratie, c'est la gestion des victoires, mais c'est aussi la gestion des défaites. Si vous voulez que les citoyens qui ont perdu, entre guillemets, aux élections acceptent la défaite, il faut que la procédure soit efficace et incontestable. Voilà. Donc le droit électoral est inhibé par toutes ces conditions. Quand on construit un mode de scrutin, on cherche à lui faire produire une décision. On ne cherche pas à tourner pendant plusieurs années, plusieurs mois sur qui finalement obtient les sièges. Cette efficacité, on la retrouve également et surtout, en droit constitutionnel où le leitmotiv de la Ve République, c'est la rationalisation du parlementarisme. La rationalisation du parlementarisme touche un peu à tout, à la procédure d'adoption des lois, à la responsabilité présidentielle, à la responsabilité des ministres, heu, aux capacités d'action de l'opposition et cetera et cetera. Je ne vous fais pas un cours sur la rationalisation du parlementarisme, mais voilà, ça participe de cette recherche d'efficacité. Le problème de la 5e alors, je vous ai présenté la structure du régime. Donc quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est de chercher de l'efficacité et de la stabilité? C'est pas véritablement ça le problème. Le problème, c'est, comme je vous le disais en chapeau, en introduction, c'est de surinvestir l'efficacité, c'est d'en faire trop. Nous, en France, on fait de la rationalisation du parlementarisme qui s'ajoute à des modes de scrutin majoritaires dans toutes les élections. Toutes nos élections, à part l'élection au Parlement européen, toutes nos élections sont gouvernées par le principe de la majorité. Il faut absolument trouver une majorité. Voilà.
Et quelque part, on en oublie l'idée de représentativité. On en oublie l'idée de traduction des choix des citoyens. À ces modes de scrutin s'ajoute également la pérennisation du fait majoritaire. Vous savez, le fait qu'on passe au quinquennat, qu'on mette l'élection présidentielle devant l'élection législative, tout ça pour avoir un effet d'entraînement. Eh bien, finalement, est-ce que, en poursuivant uniquement l'efficacité, on ne risque pas de porter atteinte au pluralisme politique et, in fine, à la liberté politique des citoyens? Est-ce que trop d'efficacité tue la démocratie, finalement? Personnellement, je pense que oui, hein, je n'ai pas prévu de réponse, élaborée en la matière, parce que le but n'est pas de refaire la Ve République. Mais quand on met bout à bout l'ensemble des conditions qui garantissent cette efficacité, on se rend compte que le régime français fait de l'efficacité pour l'efficacité. C'est-à-dire que ce que j'essaie de défendre dans ma thèse, c'est que l'efficacité doit être au service des citoyens, au service de la liberté, au service du pluralisme politique. Dès lors que vous faites de l'efficacité et de la stabilité pour eux-mêmes, eh bien vous prenez une pente dangereuse, c'est la pente des régimes autoritaires. Les régimes qui veulent être à tout prix stables et efficaces, bon bah, c'est des régimes autoritaires, des chefs d'État qui veulent se maintenir pour de très longues durées, des majorités qui veulent gouverner sans la prise en compte de l'avis des oppositions. Bref, voilà, donc trop d'efficacité, c'est, je pense, un problème pour la démocratie. L'autre indice sur le problème de l'efficacité, c'est que la Ve République oublie un autre versant de l'efficacité. Oublie, à vouloir faire absolument des décisions qui sortent, de manière un peu machinale de chaque majorité, de chaque programme politique. On en oublie un des intérêts du régime, c'est que le régime est là pour satisfaire les électeurs. Et en démocratie, le jeu a besoin d'électeurs. Le jeu démocratique, il a besoin de gens qui s'investissent pour voter, mais également de gens qui s'investissent pour être candidats. Si vous faites une démocratie où personne ne vote et où personne n'est candidat, ben, en réalité, le régime s'écroule, s'effondre sur lui-même. Et en droit français, il est difficile de trouver des indices de mise en œuvre de cet autre versant de l'efficacité. Alors en droit électoral, on a des petites choses. On va mettre le vote le dimanche. On met le vote le dimanche, pourquoi? Parce que les électeurs sont disponibles le dimanche. Les électeurs peuvent aller voter, ils ne sont pas en train de travailler. On va essayer d'ouvrir les bureaux de vote sur la plus longue période de temps possible. On va prévoir une grande période de temps. On va également prévoir de nombreux bureaux de vote. Vous savez, à la télé, on montre parfois les électeurs américains dans le froid qui attendent pour pouvoir aller voter à leur bureau de vote. Ce n'est pas le choix français. Le choix français, c'est que le vote soit facile, pour que les gens aient envie de voter. Pour avoir des électeurs qui s'intéressent au jeu démocratique, il faut que le vote soit facile. Mais à part ces quelques indices, ces quelques mises en œuvre, il n'y a pas grand-chose finalement dans le système français. Un peu de lutte contre le cumul des mandats, un peu de législation sur la transparence financière, le patrimoine des élus. Tout ça, on le fait pourquoi? On le fait pour essayer d'intéresser les électeurs à la politique. Parce que les affaires politiques, les affaires pénales, les affaires de corruption, les affaires de financement occulte, de campagne électorale, tout ça contribue à désintéresser le corps électoral de la vie politique. Et donc, on met en place des législations pour essayer de réintéresser les gens à la politique. Parce qu'une démocratie sans électeurs, ben, ce n'est pas une démocratie. Une démocratie sans candidat, ce n'est pas une démocratie. Mais à mon sens, il faudrait davantage investir cet autre versant de l'efficacité, parce qu'on est encore très lacunaire sur la question. Je prends le simple exemple des campagnes électorales. Les campagnes électorales sont très très peu encadrées, sur le fond en tout cas, sur la façon dont les candidats vont développer leurs idées. Il y a très peu de choses dans le code électoral. Et on va prévoir à la limite la durée des campagnes. Euh, Quels candidats peuvent être invités? C'est tout. On ne prévoit pas le type d'échange, on ne prévoit pas le nombre d'entrevues, on ne prévoit pas de durée de campagne qui puisse varier en fonction du nombre de candidats.
on n'investit pas véritablement ce champ de l'efficacité en démocratie. On ne cherche pas, à tout prix, à intéresser l'électeur. Et donc la crise qui en résulte, c'est une crise de légitimité du régime. Les gens se désintéressent, les gens ne votent plus, il y a de très forts taux d'abstention, et dès lors qu'il y a de très forts taux d'abstention, vous avez des élus qui perdent en légitimité. Quand vous n'avez été élu que par 30% ou 40% du corps électoral, eh bien, vous n'avez pas de poids politique pour imposer certaines réformes nécessaires. Et donc, je pense que la Ve République devrait réinvestir ce champ de l'efficacité, délaisser peut-être un peu celui qui est surinvesti pour réinvestir celui-ci. Et je vous ai retrouvé une citation de Giovanni Sartori que j'aime bien, qui s'applique à la démocratie. Il définit la démocratie comme le principe selon lequel l'État est au service du citoyen et non le citoyen au service de l'État, selon lequel le gouvernement existe pour le peuple et non vice-versa. Et au regard de cette citation, ce qu'il faut, c'est que les citoyens soient intéressés au régime. Donc il faut redynamiser les campagnes, il faut rendre le vote attractif, il ne faut pas rendre le vote complexe, et surtout, il faudrait probablement rendre les règles électorales compréhensibles. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre votre nez dans le code électoral, mais il y a un mode de scrutin pour chaque élection, et il y a parfois 2 modes de scrutin pour la même élection. C'est-à-dire que les sénateurs, en fonction des circonscriptions, ne sont pas élus selon le même mode de scrutin. Les maires, les conseillers municipaux ne sont pas élus selon le même nombre de scrutins, cette fois-ci non plus en fonction des circonscriptions, mais cette fois en fonction du nombre d'habitants qui résident dans la circonscription. Enfin bref, beaucoup de choses à faire, un énorme chantier à investir qui probablement serait plus payant que celui qui est actuellement surinvesti par le régime français. Voilà quelques présentations de logiques un peu oubliées en France, des choses qui mériteraient d'être, remis sur le devant de la scène pour renouer avec la logique du régime. Parce que si le régime est en crise, c'est pas parce qu'il y a moins de démocratie, c'est pardon, c'est pas parce qu'on veut moins de démocratie. Si le régime est en crise, c'est parce qu'on veut plus de démocratie, parce qu'on veut renouer avec la logique profonde du régime. Alors comment faire? Comment faire pour rénover la place du citoyen au sein de la Ve République? Là encore, je ne vais pas tout présenter, quelques idées principales. Des procédures manquantes. J'aimerais vous parler de quelques procédures manquantes, d'abord, au sein de cette deuxième partie sur la rénovation de la place du citoyen. Les procédures manquantes, on les connaît maintenant. On les connaît, il y a de très nombreuses études de droit comparé qui vont regarder ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait à l'étranger au niveau national, mais également ce qui se fait à l'étranger au niveau local. Et j'ai synthétisé tout ça parce que chaque procédure a ses petites particularités, mais la plus intéressante pour renouer avec la logique démocratique, c'est l'initiative citoyenne. Ce sont toutes les procédures qui redonne l'initiative au corps électoral. Alors, qu'est-ce que c'est que ces procédures d'initiative citoyenne? Il y a des initiatives citoyennes qui portent sur les décisions des élus, sur les décisions politiques. C'est ce qu'on appelle des initiatives citoyennes référendaires. Et puis, il y a des initiatives citoyennes qui portent sur les mandats. Et là, on parle plutôt d'initiatives citoyennes de révocation. Voilà. Les Américains, eux, parlent de recall. Comment ça fonctionne? Rapidement, parce que le but n'est pas de tout refaire, mais comment ça fonctionne? Vous avez quelques membres du corps électoral qui constatent un problème, qui ont un souci, qui ont envie de s'investir en politique, qui ont envie de participer à la démocratie. Eh bien, ils vont discuter entre eux, se mettre d'accord sur la solution à leur problème, et ils vont essayer, par ces procédures, de résoudre eux-mêmes le problème. Comment ça se concrétise? Généralement, le droit prévoit l'obligation pour ces citoyens de déposer leur projet officiellement. Ce projet, une fois déposé, doit récolter un certain nombre de signatures. Pourquoi? Pour prouver l'importance du problème. Le corps électoral doit s'intéresser une première fois. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent s'intéresser à votre problème.
Heureusement qu'on ne soumet pas au référendum les questions de tout le monde. Moi, je passerai mon temps à poser des questions au corps électoral. Cette condition de pétition, cette condition d'un minimum de signatures, donc ça peut être 100 000 signatures, 150 000 signatures pour les procédures suisses, elle est là pour prouver l'importance de votre requête. Si votre requête est importante, 100 000 personnes ont considéré que oui, ce problème mérite qu'on pose la question à tout le corps électoral. Voilà la fin de la procédure. Quelques citoyens se sont posé la question, ils obtiennent l'accord d'une fraction du corps électoral. Cette fraction du corps électoral convoque automatiquement, alors pas dans tous les États, mais dans les procédures les plus démocratiques, la convocation est automatique et l'ensemble du corps électoral se prononce, donne son avis. Je ne vous présente pas toutes les caractéristiques techniques de ces procédures. Je vous en présente les effets. Pourquoi? Parce que l'on cherche à rénover le système français. On cherche à rénover la place du citoyen. Quels sont ces effets? Il y en a 3, à mon sens, qui sont fondamentaux pour une démocratie. Le premier effet, c'est l'effet d'investissement. J'en parlais juste avant, à la fin de ma première partie. Eh bien, c'est une procédure qui permet aux citoyens de s'investir, de s'intéresser. Les citoyens savent qu'ils peuvent agir sur le calendrier politique, savent qu'ils peuvent récupérer la maîtrise de l'ordre du jour des problèmes politiques et donc, eh bien, ils vont participer toujours plus à la relation de pouvoir. Ils vont s'investir parce qu'ils peuvent le faire. Le fait de pouvoir le faire intéresse les citoyens à le faire. Et puis, je vous le présentais dans les différentes phases, il y a des étapes de la procédure qui permettent aux citoyens de se qui permettent aux citoyens de vérifier au sein du corps électoral quelle est la répartition à affaires courantes, à affaires exceptionnelles. Si vous obtenez 100 000 signatures, que la question est posée au corps électoral, ça veut dire que cette affaire est devenue une affaire exceptionnelle. Ça veut dire que cette affaire n'est plus uniquement l'affaire des élus. C'est devenu l'affaire du corps électoral. Et ces procédures permettent non pas de définir dans la norme suprême, par exemple, tous les domaines dans lesquels pourrait intervenir le peuple. Si vous ne si vous ne mettez aucun domaine et que c'est le peuple qui définit lui-même quand est-ce qu'il souhaite intervenir, sur quel sujet il souhaite intervenir, eh bien, vous allez avoir une population très intéressée à la gestion politique de ses propres affaires, à la gestion exceptionnelle des affaires politiques de la cité. C'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est un effet cathartique. C'est l'effet que recherchait Victor Hugo lorsqu'il parlait de la démocratie. La démocratie, son but, c'est de mettre des bulletins de vote dans la main des gens à la place des fusils. D'accord? Cette citation me sert à vous dire que les procédures de votation permettent de pacifier les conflits. Dans une démocratie, il y a du conflit. Il y a du conflit social, il y a du conflit politique, il y a du conflit économique. Mais la seule manière de résoudre le conflit en démocratie, c'est pacifiquement. C'est par le vote. Le problème, c'est si vous ne pouvez résoudre vos problèmes que tous les 5 ans, que tous les 6 ans, 7 ans, 9 ans, eh bien, pendant la période de temps où il n'y a pas élection, vous allez engranger de la colère, engranger du ressentiment, vous allez potentiellement vous désintéresser de la relation de pouvoir. Bref, vous allez sentir que vos problèmes ne sont pas traités par le régime et vous allez avoir des expressions populaires qui quittent le domaine de l'expression pacifique. Vous allez avoir des émeutes, des attroupements, parfois des phénomènes révolutionnaires et ce que cherche à éviter la démocratie, c'est sa dégénérescence en anarchie. Et le fait de permettre aux citoyens de reprendre la parole, de mettre ce qui les énerve, ce qui les taraude, ce qui les intéresse, de le mettre sur la scène publique, c'est particulièrement intéressant. Pas forcément pour le résultat. Le but, ce n'est pas de gagner. L'effet cathartique est généré par la seule activation de la procédure. Même si vous avez tort à la fin, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu une campagne électorale avant. Il y aura eu la campagne des pétitions, vous cherchez à convaincre des gens. Si vous arrivez à convaincre suffisamment de gens et que le corps électoral est convoqué, ils ne votent pas immédiatement. Il y a une campagne électorale. Et cette campagne, enfin, c'est une campagne de votation, du coup, une campagne référendaire, pas une campagne électorale. Mais cette campagne, elle permet donc à toutes les forces politiques de s'emparer d'un seul sujet, ce qui change profondément la nature des débats. Et ça permet aux citoyens
eh bien, de changer d'avis, de s'informer, de prendre une décision éclairée à terme. Voilà le premier rapport de cet effet cathartique, la pacification du conflit social, du conflit politique. Le deuxième apport, particulièrement important, c'est que les électeurs peuvent se compter. Quand vous voyez des sondages à la télévision, dans les journaux, dans la presse, quand vous voyez des sondages, vous ne savez pas qui a décidé quoi. Ce sont des échantillons qui parfois ne sont pas représentatifs, où il y a des marges d'erreur, etc. Alors que quand vous faites une procédure d'initiative citoyenne sur un sujet donné, eh bien, vous savez si votre sujet est intéressant ou pas au regard des pétitions. Vous avez l'ensemble des pétitionnaires. Peut-être que ça ne passera pas la pétition, mais au moins vous savez que tous ces gens-là sont d'accord avec vous. Ça, c'est important pour la pacification du conflit. Et si vous allez jusqu'au vote, eh bien, on peut savoir quelle force politique pense quoi à l'issue de la campagne et on peut avoir des résultats. À travers ces procédures, les pays qui la pratiquent démontrent que la démocratie, ce n'est pas la collection des bonnes décisions. C'est pas, «Ah, on a réglé le problème du nucléaire. On a réglé le problème du financement de la vie politique. On a réglé le problème de l'environnement». C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est un corps électoral qui, au regard des informations qui évoluent dans le temps, au regard des conflits, des innovations technologiques, va prendre une multitude de décisions. La démocratie, c'est la succession des décisions dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez une première fois lors de cette procédure, bah, peut-être que vous gagnerez aux élections, parce que les citoyens ont pris conscience qu'ils étaient nombreux sur un sujet. Peut-être que vous ne gagnerez pas tout de suite, peut-être qu'il faudra refaire une initiative citoyenne. En Suisse, par exemple, ils ont mis, alors je n'ai pas les chiffres exacts, je vous donne une fourchette, mais ils ont mis 15-20 ans à instaurer la représentation proportionnelle au Parlement. Voilà, par initiative citoyenne, ils ont essayé de faire voter le corps électoral. Et au début, le corps électoral disait non, moi je préfère le mode de scrutin majoritaire. Très bien, c'est la décision du corps souverain. Mais à un moment donné, ça a basculé. Il y a eu un effet d'accumulation qui fait qu'on a mis en place la représentation proportionnelle. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on est en démocratie. Donc il y a régulièrement des initiatives citoyennes en Suisse pour essayer de réinstaurer le scrutin majoritaire. Voilà, au regard d'autres données, au regard de la recherche d'autres effets, etc. Le troisième effet, c'est le plus important, mais c'est le plus court, rassurez-vous. Le troisième effet, c'est l'effet contraignant. Il faut que ces procédures soient contraignantes pour pouvoir bénéficier de tout ce que je vous ai raconté précédemment. Si ces procédures, vos élus peuvent en faire ce qu'ils veulent, si ces procédures n'ont pas à être respectées dans leurs résultats, alors vous perdez le bénéfice de ces procédures. Le corps électoral va se désintéresser de procédures qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent mais dont les résultats ne sont pas respectés. Donc le principal effet qui chapeaute le tout de ces procédures et qui rénoverait la place du citoyen au sein de la démocratie, eh bien c'est l'effet contraignant. Une fois que le corps électoral souverain a pris une décision, les élus doivent la respecter. Qu'est-ce que ça crée? Ça, ou plutôt qu'est-ce que ça restaure? Qu'est-ce que ça rétablit? Ça rétablit un dialogue. Parce que moi, j'utilise davantage l'expression relation de pouvoir parce qu'il y a 2 parties. C'est comme les contrats administratifs, il y a 2 parties, dont une partie plus forte que l'autre. En démocratie, la partie plus forte que l'autre, c'est censé être le corps électoral souverain, qui doit pouvoir imposer des choses à ses élus. Et les élus doivent être à l'écoute. Ils doivent engager la discussion avec les citoyens pour, eh bien, pourquoi? Pour réaliser correctement leur mandat impératif. Ce sont des procédures de contrôle. Ce ne sont pas des procédures de mandat impératif. Ce sont des procédures qui permettent au peuple de reprendre la parole, parfois d'apporter une précision à leurs élus. On n'est pas toujours en guerre avec ces élus, hein. Peut-être que les élus n'ont pas vu un problème. Et parfois, eh bien, de contredire ces élus. Les élus viennent de prendre une décision. Le corps électoral, sur cette décision, n'est pas d'accord avec sa majorité. Elle contredit sa majorité. Est-ce que les élus vont perdre pour autant à l'élection suivante? Non. Pourquoi? Parce que les élus sont là pour gérer les affaires courantes. Et donc les élus peuvent être réélus parce qu'ils gèrent correctement les affaires courantes, mais par l'intermédiaire de ces procédures, le corps électoral peut régulièrement donner un avis différent à ses élus pour, eh bien, infléchir la politique qui est menée par la majorité. Je voulais, donc il me reste un peu de Oui, oui. temps, Pas de souci.
En deuxième temps de cette d'accord. En deuxième temps de cette deuxième partie, je voulais vous parler du problème plus précisément. C'est-à-dire finalement, en France, pourquoi est-ce qu'on ne consacre pas ces procédures? On a essayé en 2008. En 2008, alors tout le monde, place la focale sur l'AQPC, hein, qui est le grand apport de cette révision constitutionnelle. Mais en 2008, on a amendé, l'article 11 de la Constitution pour prévoir ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, pas citoyenne, partagée. On voit ici la peur des élus. Ils n'ont pas voulu laisser entièrement la main au corps électoral. Ils ont dit: «Si on crée une procédure, on va s'arranger pour avoir des temps d'intervention à chaque niveau de la procédure». Donc ce n'est pas une véritable procédure de contrôle. Mais pourquoi est-ce que cette démophobie persiste en France? Pourquoi est-ce que nos élus ont peur du peuple? À cause d'une question. À cause d'une question que beaucoup de citoyens français se posent, beaucoup de citoyens, au fond d'eux-mêmes, ne sont pas encore complètement des démocrates. La question, c'est: et si le peuple se trompait? Et si le peuple avait tort? Et si la volonté du peuple conduisait à la pire des tyrannies, la pire des anarchies? Comment on fait dans ces cas-là? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question qui, là, je vous l'accorde, on glisse un peu dans la philosophie politique. Donc, premier réflexe, réflexe de juriste, il ne faut pas oublier que ces procédures dont je vous ai parlé, ces procédures d'initiative citoyenne, elles ne vont pas remplacer la démocratie représentative. C'est pas, ça y est, on change de paradigme, on fait de la démocratie directe. Non, c'est pas du tout ça. Puisque comme je vous le présentais au tout début, la démocratie représentative est nécessaire. On a besoin des élus parce qu'eux, ils se consacrent pleinement à la chose politique, pendant que nous, on va qu'à nos occupations. Ces procédures, elles sont donc insérées dans un système constitutionnel qui a pour objectif de limiter le pouvoir politique, pas uniquement le pouvoir des élus, également le pouvoir du corps électoral. Ça veut dire que dans une constitution pleinement démocratique, les différentes procédures dont je vous ai parlé, en fonction du niveau où elles interviendraient, elles devront se plier à des exigences procédurales qui limitent le pouvoir politique du corps électoral. Alors je vulgarise ce que je viens de dire. Si on met des référendums d'initiative citoyenne partout, avec aucune condition d'encadrement de qui participe, quelle majorité on obtient, si à la seule majorité relative, on peut changer la Constitution, eh bien ça veut dire qu'un petit nombre de citoyens très intéressés pourraient déposer une multitude d'initiatives citoyennes et proposer de nouveaux droits fondamentaux, en supprimer certains, rétablir la peine de mort, etc., etc. Les droits fondamentaux, ils sont dans la Constitution parce que la Constitution est rigide, parce que la Constitution ne peut pas être modifiée simplement. Le Parlement ne peut pas prendre une loi pour changer la Constitution. Sinon, on n'a pas de constitutionnalisme entendu comme du droit constitutionnel qui limite le pouvoir politique. Donc ces procédures, elles devront être frappées de la même rigidité. Si vous voulez changer une loi, il faudra adopter des majorités de vote et des taux de participation qui correspondent au vote de la loi. Et si vous voulez changer la Constitution, alors il faudra prévoir des seuils de pétition plus élevés, des quorums de participation importants et surtout, peut-être pas l'unanimité, mais une majorité renforcée. Si on fait une initiative citoyenne sur le droit de propriété, il faut une majorité renforcée. Sinon, les droits fondamentaux ne s'opposent qu'à nos élus. Or, les droits fondamentaux doivent exister pour protéger les minorités, pour protéger nos droits fondamentaux, notre sphère individuelle. Ça, c'est la réponse du juriste. Voilà. Ces procédures ne vont pas tout bouleverser. Ces procédures s'insèrent dans un système juridique pensé pour limiter le pouvoir. Mais et si malgré tout, en respectant toutes les conditions, on met une majorité aux 3/5, on met une majorité aux 3/4, si malgré tout, le peuple franchit des obstacles pour prendre de mauvaises décisions. Je fais les guillemets, parce que normalement, si on est démocrate, il n'y a pas de mauvaises décisions. Personne ne peut juger le souverain. Le souverain prend des décisions, en change parfois, mais jamais il ne se trompe. Mais si jamais
il y a une mauvaise décision entendue comme une décision qui ne vous plaît pas. Une décision où vous êtes minoritaire et effectivement, un droit fondamental a été amendé et eh bien, ça vous porte préjudice pour X ou Y raison. Eh bien, la démocratie ne s'arrête pas là. Vous pourrez œuvrer dans le régime pour mobiliser de nouvelles majorités politiques pour rétablir le droit supprimé ou prévoir de nouvelles garanties. L'autre niveau de réponse, c'est est-ce que le peuple opprime véritablement? Si on n'arrive pas à y répondre théoriquement, si on dit: «Oui, mais il y a toujours une mauvaise décision possible», bon, est-ce qu'il n'y a pas des études concrètes qui permettent de répondre à cette question? Est-ce que le peuple se trompe? Est-ce que le peuple prend concrètement des mauvaises décisions? Je ne sais pas si on arrête de prendre le point de vue, du démocrate et si on prend le point de vue, du fiscaliste, par exemple, ou de l'économiste, est-ce que finalement les démocraties sont un problème? Est-ce qu'il y a une atteinte aux libertés du peuple? Eh bien, il y a des études de sciences politiques qui, notamment en comparant les différents fonctionnements des cantons suisses, ont montré, que la dépense publique dans les cantons suisses où existe le plus grand éventail de ces procédures, eh bien, la dépense publique est mieux contrôlée. C'est-à-dire que finalement, on on aurait pu croire à une incompétence du peuple, on aurait pu croire à une anarchie, à voilà, un peuple dépensier. Eh bien, force est de constater que dans des études empiriques, dans des études de terrain, non, le peuple n'est pas dépensier. Non seulement la dépense publique est mieux contrôlée, mais le déficit de l'État est moins important. Vous savez, il y a toujours un problème, en démocratie, on parle de la compétence des citoyens. Beaucoup de citoyens, ne font pas confiance aux autres citoyens en disant: On n'est pas compétent». Je ne reviens pas, hein, sur cette logique aristocratique qui tient au mandat représentatif, mais là, les études de terrain montrent que, eh bien, la décision du corps électoral, l'intelligence collective, eh bien, est plus compétente fiscalement que le travail de nos élus. Est-ce que les citoyens, en maîtrisant ce type de procédure, vont porter atteinte aux droits fondamentaux des minorités? Eh bien, certaines études de terrain montrent que non. Généralement, quand on fait une initiative citoyenne, la campagne qui la précède permet de mobiliser suffisamment de force politique pour qu'un débat ait lieu et que l'empathie de chaque citoyen soit développée. Qu'est-ce que je veux dire par empathie? Si vous voulez supprimer un droit fondamental, tous les citoyens vont se poser la question. Tous les citoyens vont se demander: «Mais est-ce que ce droit fondamental, je peux en bénéficier un jour? Oui? Non?» Et en fait, le bon sens du corps électoral fait que généralement, ces procédures ne sont pas utilisées pour contraindre des minorités. Quelque part, le corps électoral va rechercher lui-même les accommodements raisonnables, les conciliations de principes, les conciliations de droits fondamentaux qui sont nécessaires pour accomplir sa volonté politique. Et puis je voudrais terminer par un trait d'humour. Est-ce que si si le peuple peut se tromper, si le peuple peut être tyrannique, anarchique ou incompétent, alors pourquoi les mouvements de population montrent que les gens veulent rester en Suisse? La Suisse ne cherche pas à retenir ses citoyens. Pourquoi est-ce qu'on cherche à migrer en Suisse et pas en Corée du Nord? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les démocraties occidentales à l'Iran, par exemple? C'est que quelque part, il doit y avoir quelque chose d'attractif dans le gouvernement libre des hommes. Et donc j'en terminerai par une citation, qui, a malheureusement disparu de la première page de ma thèse pour des voilà, des soucis de réécriture, mais, je voudrais la remettre en lumière ce soir. C'est une citation, donc je vais écorcher le nom de, Schachtschneider, qui expliquait que c'est une grande illusion que de croire que la lutte pour la démocratie a été gagnée depuis longtemps et qu'en somme, c'est une vieille histoire. J'aime cette citation parce qu'elle rappelle à la France qu'il reste du chemin à parcourir et qu'elle devrait reprendre, poursuivre la démocratisation de son régime constitutionnel. Je vous remercie pour votre attention.